Ah, Madame Lila Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, génocide, extermination, crime de guerre ou violation du droit humanitaire, les règles, les principes universels de la guerre sont aujourd'hui clairement bafoués, bien sûr, les termes énoncés dans la déclaration de Genève par l'entité sioniste, violation flagrante. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui. Le silence des instances internationales est complice. Mais ce que vous dites est tout à fait juste. Et en évoquant les instances internationales, je me permettrai d'évoquer le Parlement européen. Le Parlement européen, au lendemain de ce qu'ils ont appelé les attaques massives de Hamas contre Israël, le Parlement européen a présenté un projet de résolution pour condamner avec force les Palestiniens par la voie de Hamas. Je dois ajouter que avant le vote de ce projet de résolution, un petit groupe de parlementaires européens qui représentent ce qu'on appelle the left, c'est-à-dire la gauche unie, ont proposé un amendement à ajouter à cette résolution qui consiste à dire qu'il faut aussi prendre en considération les attaques ou l'offensive d'Israël, ou au moins permettre permettre une pause de ces offensives pour permettre d'acheminer l'aide humanitaire. Donc juste un petit amendement. Madame Sohila, cet amendement a été rejeté par le Parlement européen et on s'est contenté de voter à la majorité très large, très très large, une résolution qui condamne les Palestiniens par rapport à ces attaques massives du Hamas contre Israël. Alors ce silence pour vous est complice aujourd'hui, alors que pour moins que ça, ces instances réagissent et interpellent État et gouvernement. Ce silence aujourd'hui indirectement légitime le génocide et bien sûr l'exécution sommaire des Palestiniens par l'entité sioniste. Ben, ça va dans le même sens, ça continue dans le même sens. Quand vous dites le silence, il y a un double standard dans le silence. On ne tient pas sa langue quand il s'agit de défendre Israël, mais comme vous le disiez si bien, il faut se taire, complètement se taire, quand il s'agit de lever le petit doigt par rapport à un pays qui est occupé depuis 75 ans. Alors, ce mensonge ou ces manipulations, bien sûr par les instances aussi bien internationales que les ONG qu'on a vu complètement effacées depuis le 7 octobre dernier et aujourd'hui véhiculées également par les médias, Madame Lefebvre. Oui, les médias, ils ne sont plus neutres, malheureusement. Ils nous ont donné déjà le là durant la guerre en Ukraine qui se poursuit. On a bien vu aussi, là aussi, le double standard. Vous vous souvenez, hein, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle avait pris la décision toute seule hein, pour une institution aussi illustre et qui défend les valeurs et les principes hein, de l'Europe, que sont d'abord la démocratie. Donc toute seule, elle sort et elle dit à partir d'aujourd'hui, plus aucun média russe ou pro-russe ne doit rentrer dans les pays des 27. Et ça va dans le même sens. Il y a énormément de mensonges, il y a énormément de manipulations, mais quand il s'agit de... Vous l'avez bien vu, par exemple, puisque votre émission est en langue française, au niveau de la France par exemple, mais aussi en Belgique, mais aussi au Luxembourg, mais aussi en Suisse, mais aussi au Canada, au niveau des radios, au niveau des télévisions, etc. Quand ils osent inviter un représentant officiel de la Palestine, la première des questions, on lui impose, on lui demande, on le maltraite presque, alors que vous le savez très bien, la langue française, elle n'est pas ni la première ni la deuxième langue pour les Palestiniens. Ils ont déjà difficile à s'exprimer correctement en français, et on leur dit, et alors, vous condamnez les attaques massives du Hamas. Le Hamas est une
organisation terroriste pour vous, ils demandent ça à un représentant de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Et ils n'avancent pas et ils ouvrent des discussions qui n'ont absolument rien à voir, madame, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, c'est-à-dire un crime de guerre qui se perpétue devant ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais ce qui se produit actuellement au niveau des médias, par exemple, internationaux, est dû au lobby sioniste qui est fortement présent, puisque certains considèrent que les manias des médias sionistes représentent l'équivalent de 70%. Sans citer les noms, on peut les citer aussi. Non, non, on peut les citer. Vous savez, il y a Vincent Bolloré, par exemple, le multimilliardaire franco-israélien, hein. Donc, il ne s'est jamais... il s'en cache pas de ses origines juives. Et puis, je pense... comme moi, vous-même et les auditeurs n'ont absolument rien contre la religion judaïque, mais quand on passe à un autre concept qu'on appelle le sionisme et son Qui n'a grand rien à voir. projet qui n'a rien à voir, oui, Vincent Bolloré, les médias français en l'occurrence, sont détenus à quasi 80% par les grosses fortunes françaises, Les hein, Rothschild. les Rothschild, les Bolloré, les Arnold et j'en passe, et les meilleurs. Tous des magazines comme Paris Match, comme Voici, les radios comme Europe 1, les Le télévisions comme Monde, C8, Le Monde, BFM TV. mais oui, le groupe TF1 par Bouygues, etc. Et donc, malheureusement, la presse va très mal en Occident. Elle va très très mal. Notre profession, Sohila, va très mal. On a du mal à aujourd'hui respecter l'éthique. On a du mal à respecter la déontologie journalistique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'enfant gâté d'Israël, hein. Mais est-ce que, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Madame Lefebvre, vous dites que la presse va très mal au niveau de l'Occident. Est-ce que cela a dévoilé définitivement la face cachée des médias occidentaux qui se vantaient de promouvoir aujourd'hui la liberté d'expression et la démocratie, Madame Lefebvre? Ah ouais, Quand il complètement. s'agit de nous, on Complètement. est un pays de rétention des libertés. Oui, oui. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un expert français dans les coulisses du Parlement européen. Il m'a dit l'Algérie, c'est une kleptocratie. Voilà, silence. Ah bon? Et la France, qu'est-ce que c'est? C'est une démocratie. Et on le voit. On le voit à l'international et on l'a déjà vu pendant l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a fait basculer les choses et qui a mis franchement à nu la pseudo-démocratie, les pseudo-valeurs et principes dans ce targue les Européens. Quand j'entends Européens, je parle de l'Union européenne et j'en connais un grand bout. Voilà, je dois rappeler aussi les choses légales aussi, madame. Il y a quoi, je pense le 19, si je ne m'abuse, octobre, il y a quelques jours, hein, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis au Luxembourg, hein. J'étais très choquée de ne pas voir la question humanitaire de la bande de Gaza dans l'ordre du jour. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour, en fait, c'était se mettre d'accord pour condamner avec force, encore une fois, les frappes de Hamas en Israël. Et là, les ministres des Affaires étrangères étaient unanimes, ils l'ont fait. Ensuite, ils ont parlé simplement, non pas de trêve. Ils ont discuté d'une éventuelle, entre guillemets, trêve, tenez-vous bien, ils l'ont appelé une pause humanitaire, pour permettre d'acheminer depuis le point de passage d'Égypte, hein, de Rafah, quelques camions de nourriture, quelques médicaments, etc. Eh bien, madame, les 27 ministres ne se sont pas mis d'accord pour la pause. Cette pause n'a pas eu lieu. Si vous me permettez, je continue et très vite dans le sens de l'Union européenne. Madame, le Parlement européen est le seul Parlement au monde qui a en son sein un autre Parlement.
Ce Parlement s'appelle le Parlement juif européen. Il est en bonne et due forme. Il a été créé en 2012. J'en étais présente puisque à l'inauguration, puisque je suis, comme vous le savez, accréditée aux institutions européennes depuis 30 ans comme journaliste. Quand vous avez à l'intérieur du Parlement européen un Parlement juif européen, la question ne se pose même pas de lobby. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le lobby sioniste, etc. C'est dépassé tout ça. On est dedans et on travaille ensemble. Et le Parlement juif européen représente une cinquantaine de pays, c'est-à-dire les 27, plus Israël, plus l'Australie, plus les États-Unis d'Amérique, bien sûr, plus le Canada, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a une cinquantaine de pays qui a des députés qui sont représentés dans le Parlement juif. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qui se produit, ce qui s'est produit déjà précédemment avec la Russie, ce qui se produit actuellement avec Gaza, le génocide perpétré par l'entité sioniste, ces entités ou ces institutions aussi bien parlementaires, les ONG, les médias ont perdu toute objectivité, légitimité aux yeux de l'opinion, puisque nous avons vu aussi la société civile européenne, américaine, asiatique, africaine se mobiliser au profit des populations razaouis. Et ajouter la crédibilité aussi qui est partie. Oui. Ils ont perdu toute crédibilité, non pas par rapport aux lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, etc., comme vous dites, du tiers-monde, mais leur propre auditoire a remis en cause complètement, et depuis l'Ukraine, comme quoi parfois, à toute chose, malheur est bon. On a commencé par l'Ukraine, alors là, ils sont bien drillés maintenant par rapport à la question palestinienne. Oui, les consommateurs de l'information ne font plus confiance à ces grands médias qui, de tout temps, nous ont expliqué qu'il faut dire la chose et s'en opposer, et qu'il faut permettre cette religieuse liberté d'expression, liberté de presse. On prend conscience aujourd'hui du mensonge, et du grand mensonge, Complètement. véhiculé par les médias occidentaux. Et quelle déception, quelle déception. Ils ont été un modèle, hein. Ils ont été un modèle pendant très longtemps pour les pays émergents, etc. Mais aujourd'hui, moi, en tant Parce que qu'ils voulaient nous imposer leur point de vue aussi, de démocratie, sans accepter le nôtre, nos visions. Ben voilà, donc c'est un système, à mon avis, qui est en chute libre. Il y a quelque chose qui se prépare dans ce bas monde, et à mon avis, bientôt, on va assister, vous et moi, j'espère qu'on sera encore là, et on verra un nouvel ordre mondial, plus équilibré, qui respecte les volontés de ces peuples, surtout les peuples faibles, les peuples qui sont encore sous domination ou sous occupation, comme le peuple palestinien. Alors justement, par rapport à l'émergence de ce monde multipolaire, vous l'avez dit il y a un instant, vous êtes journaliste accrédité au niveau des instances internationales, comme le Parlement européen, l'OTAN également, depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on peut considérer que les mêmes forces qui sont en train aujourd'hui d'activer au niveau de la Russie, puisque nous retrouvons toutes les forces de l'OTAN, sont les mêmes qui sont aujourd'hui au niveau de Gaza et de la Palestine pour la création de ce qu'on appelle aujourd'hui, il a annoncé ouvertement, Netanyahou, le grand Israël. Vous vous souvenez ce qu'il disait l'ancien président américain Bush? Il y a l'axe du mal et il y a l'axe du bien. Par définition, l'Occident, c'est l'axe du bien. Oui, bien sûr que ce sont les mêmes. Et puis, ceux qui sont à l'Union européenne sont aussi membres de l'OTAN, avec le reste, c'est-à-dire les plus grands, les Américains, etc. Oui, bien sûr que ce sont les mêmes, et ils savent que les choses sont en train de basculer. Il y a eu cette initiative qui s'appelle les BRICS aujourd'hui, il y en a d'autres. Le monde veut être un peu plus juste et plus équilibré, et là, ils sont obligés d'aller vite pour tenter, pour essayer de mettre en œuvre le projet du grand Israël. Il y a deux blocs qui s'affrontent, les États-Unis et la Chine. C'est ça, ce à quoi nous assistons actuellement. Vous savez, rares sont les nations qui se sont déjà
mise à l'apprentissage de la langue chinoise, à la culture chinoise. On connaît un peu à travers la nourriture, à travers, etc. Mais on ne sait pas politiquement comment. Peut-être des pays dits classés à gauche, en l'occurrence l'Algérie, même la Tunisie d'aujourd'hui, quelques pays de l'Amérique latine, on connaît un petit bout de la Chine. On ne sait pas comment elle va réagir, mais il faut qu'elle se réveille. Comme elle s'est réveillée économiquement, il faut qu'elle se repositionne et très vite aussi au niveau de l'échiquier international, au niveau de la géopolitique, et qu'elle prenne mais vraiment son rôle à cœur au niveau politique. Parce qu'elle ne peut pas, la Chine, en tant qu'une très grande puissance, laisser faire ce que nous voyons tous les jours. La vie d'un enfant palestinien ne vaut pas moins ou plus que la vie d'un enfant israélien. Toutes les vies se valent. Et la Chine a fait valoir hier, avec bien sûr la Russie, son veto contre la résolution américaine. Madame Lila Lefebvre, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook Invité de la rédaction. À tout de suite. Madame Lila Lefebvre, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions par rapport à ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de la crédibilité de ces institutions au niveau international, des médias aujourd'hui qui se sont dévoilés au grand jour. Nous avons vu aussi au niveau de l'ONU, il y a eu une commission d'enquête de l'ONU qui a déclaré, collecté et conservé des preuves de guerre commises par l'entité sioniste. Poursuivre ces auteurs en justice relève aujourd'hui de l'impossible. On peut penser que ce n'est fait jusque pour miroiter un semblant de crédibilité aujourd'hui. Mais écoutez, ça n'a pas été... vous connaissez le nombre des résolutions de l'ONU à l'encontre des exactions d'Israël? Est-ce qu'une seule de ces sanctions a été appliquée? Est-ce qu'un seul des génocidaires ou des criminels israéliens a été présenté devant la CPI? Je parle simplement de Sharon, vous savez, Ariel Sharon, le premier pays européen qui a instauré une loi qu'on appelle la loi de compétence universelle, qui permet de juger un criminel où qu'il se trouve. Et ça a été fait par rapport à Sharon. J'ai oublié l'année, c'était en 2002, 2003, je n'ai pas la date vraiment, à Bruxelles. Donc un groupe de personnes, y compris une Palestinienne qui a perdu toute sa famille a été décimée dans l'affaire de Sabra et Shatila. Ils ont déposé une plainte au niveau du tribunal de Bruxelles compétent. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Contre Sharon, hein? Il était encore en bonne santé, il n'était pas en mort cérébrale. Vous savez comment il a fini? Eh bien, en 2 temps et 3 mouvements, les Américains sont intervenus. Ils ont menacé la Belgique jusqu'à son existence. Retirez-moi ça! Et d'abord, nous allons déplacer le siège de l'OTAN, on va le mettre dans un autre pays. Et comme des toutous, la Belgique, c'est quoi? C'est une petite goutte dans un océan. Oubliez. Et donc, aussi longtemps que la puissance, la force est d'un seul côté et pas de l'autre, jamais ces criminels ne seront jugés. Jamais ils ne seront jugés. Mais j'ai envie de vous dire, Madame Souila, au-delà de la dénonciation, il faut dénoncer, il faut le faire. Au-delà de la condamnation, il faut aussi agir. Et chacun, ou chaque pays, ou chaque groupe de pays peut agir. On a dit, vous l'avez dit, vous aussi, les médias occidentaux ont perdu, ont été dévoilés et dévoyés. Ils ont perdu leur crédibilité. Qu'est-ce qui empêche 22 pays arabes à lancer la plus grande chaîne de télévision internationale de l'info en plusieurs langues? Pas en arabe, j'en ai pas besoin, vous avez des milliers. Il y a le Jazeera en anglais qui est en train de faire du travail. Le Jazeera en anglais, c'est rien du tout, parce que si vous êtes anglophone comme moi et que vous suivez Jazeera, moi je ne vois aucune différence dans les propos et dans le ton que les autres. Elle n'a de nom, elle n'a de Jazeera que le nom. C'est une chaîne occidentale quand elle est en anglais. Laissons tomber, il faut une télévision pan-arabe, une télévision en anglais, une télévision en français, une télévision en espagnol, en portugais, en chinois,
et en russe le plus urgemment possible pour arriver où? Pour toucher les populations européennes. En Europe, nous sommes 1,5 milliard de citoyens représentés par un Parlement européen, représentés par l'Union européenne. Ils n'ont pas accès à l'autre information. Pourquoi? Parce que le pétrole coule à flot, les dollars coulent à flot, et vas-y, en 2 temps et 3 mouvements, je vous crée une télévision en arabe. Il y en a combien? Vous voulez essayez de les lister, vous allez voir combien. Mais est-ce qu'il y en a une qui arrive un petit peu aux téléspectateurs français, belges, ukrainiens, canadiens? Non, c'est que de l'arabe. Non. Voilà, première action, moi j'appelle les pays arabes, qui pour la plupart sont pacifiques parce qu'ils n'ont pas le temps, y compris l'Algérie. C'est un pays qui aime la paix parce qu'il a connu la guerre, parce qu'il a payé un lourd tribut pour devenir libre et indépendant. Il ne veut pas de guerre. L'Algérie, l'État algérien ne veut pas de guerre. Alors, aujourd'hui, il y a d'autres armes. Il y a l'arme des médias. Lancez une chaîne panarabe dans toutes les langues internationales pour arriver à celui qui vote, puisqu'ils sont des démocraties, puisqu'ils se disent démocrates. Ils le sont, dans une certaine mesure, mais pour eux, entre eux. C'est comme l'affaire de Israël est le seul pays au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, le seul pays démocratique. Il est démocratique peut-être par rapport à ses citoyens, et en plus citoyens belges, pas citoyens israéliens, pas les citoyens arabes, parce qu'il y a des arabes israéliens. Il n'y a pas de démocratie, la démocratie n'existe que pour eux. Ils ne veulent pas d'ailleurs qu'elle soit dans nos pays arabes. Mais justement, la mobilisation de la société civile arabe, les actions qui peuvent être engagées, est-ce qu'elles pourraient influer aussi sur le plan économique? Puisque nous avons vu un certain nombre de produits ont été boycottés par les Arabes à travers le monde, certaines chaînes, on ne va pas les annoncer, et qui ont connu quand même, et ils sont boursiers, des produits, des entreprises qui sont en bourse actuellement et qui ont connu des chutes drastiques dans leur chiffre d'affaires. Ils l'ont même annoncé. Non, Plusieurs produits. mais non, Sohaila, pourquoi on ne les cite pas? Mais on les cite, hein. Moi je dis à tous les jeunes arabes francophones qui écoutent votre émission, c'est quand même la radio publique algérienne. KFC, il faut boycotter. Voilà, KFC, il faut boycotter, McDonald's, il faut boycotter, Coca-Cola, il faut boycotter, Pepsi-Cola, il faut boycotter, Kit et la Kat. liste, Kit Kat, le chocolat, il faut boycotter. Et il y a une liste énorme qu'il faut blacklister et boycotter jusqu'à nouvel ordre. Il y a aussi l'organisation qui est très connue, elle est d'origine française. Il y a des Français, il y a des citoyens français courageux qui font des choses. Je pense à BDS, BDS qui veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une des plus anciennes organisations qui appelle au boycott d'Israël, au boycott des produits israéliens, Et qui a eu un au prix boycott Nobel. qui a eu le prix Nobel, qu'il faut, elle demande à boycott, à ne pas aller investir dans les territoires occupés par les colons juifs israéliens. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Boycotter. Il y a combien de citoyens dans le monde arabe? C'est à peu près, le nombre est égal, hein, si je ne m'abuse, aux Européens. On frôle les 1,5 milliard. Imaginez, vous l'avez si bien dit, toutes les Coca-Cola, KFC, McDonald's, ils sont tous cotés en bourse. Allez voir la bourse. Et là, c'est des chiffres qui parlent. Là, on ne peut rien cacher. Continuez à boycotter tous les produits où Israël a la main dessus, ou alors il y a aussi des sociétés, des produits, des sociétés qui ne sont pas israéliennes, où il faut ou qui donnent ce qu'on appelle l'effort de guerre pour Israël. Donc ils participent à l'effort de guerre en Israël. Ils financent tous le Sahel. Ah voilà. À commencer par Enrico Macias. Alors, je voudrais revenir avec vous par rapport à cette question de manipulation de l'opinion, par rapport à ce mensonge. Ces mensonges ont commencé déjà, les mensonges déjà, et nous sommes dans la continuité avec l'invasion de l'Irak. Ouais. Et c'est ça, c'est ça le grand Israël. Ah oui. Moi, Ça a commencé de là. Vous me rappelez, j'ai quel nom? Quand vous parlez d'Irak, au niveau européen, j'ai quel nom? J'ai le nom de mon confrère Michel Colland, qui est un journaliste belge, il est écrivain. Qu'on connaît bien aussi. C'est lui qui a sorti le livre pour dénoncer, qu'il a appelé Média mensonge, où il listait avec des précisions inouïes, avec des images à l'appui,
tous les mensonges qui ont été galvaudés d'abord pour justifier la guerre, pour massacrer quelques millions d'Irakiens et ensuite pour poursuivre et encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors certains vous disent que la presse, dont CNN par exemple, a perdu toute crédibilité à partir du moment où elle a été embarquée à bord des chars pour couvrir la guerre en Irak. Elle n'a retransmis que les images de l'armée américaine et on n'a pas vu ce qui se produit, ce qui se produisait par ailleurs, comme par exemple ce qui s'est produit à Bourib, qui a été un scandale médiatique. Absolument. Et puis après, pour les guerres qui se sont produites dans le monde arabe, notamment en Syrie, là, elle a trouvé une télévision proxy qui bluffe, mais d'une manière extraordinaire. Je dois le dire, je m'en fous, c'est Al Jazeera. À un moment donné, un très grand journaliste américain, il avait dit Jazeera, c'était le Jazeera qui faisait l'information. Oui, pour, tout simplement, elle est en arabe. Et tous les mensonges racontés par CNN, parce que c'est pas tous les jeunes, surtout les enfants, les jeunes, l'arabe lambda ne parle pas l'anglais. Et il fallait qu'ils comprennent ce que lui raconte Al Jazeera. Moi, j'aimerais beaucoup que les autorités qataries, pour lesquelles j'ai beaucoup de sympathie, qu'ils revoient un petit peu la ligne éditoriale Mais de est-ce cette que chaîne. ce qui se produit actuellement va provoquer certainement un choc, un déclic? Rien ne sera plus comme avant. Partons des images d'enfants au quotidien massacrés, parce que si on prend le bilan macabre de ce génocide commis à l'encontre des Razaouis, on a pratiquement 6000 victimes à ce jour, dont pratiquement la moitié, c'est des enfants. Et on voit que l'entité sioniste cible essentiellement les enfants. Je ne suis pas défaitiste, hein. Mais alors là, pas du tout, Il ni faut être fataliste. optimiste. Mais on a dit la même chose pendant la guerre contre l'Irak. On a dit la même chose quand on a vu les Daeshiens couper les têtes et tuer les Syriens. Et on a dit la même chose en Libye. Mais il n'y a pas eu un après. Il n'y aura pas encore un après. Il faut un autre. Oui, Il faut un sursaut. à un moment donné, il y aura un sursaut. À un moment donné, il y aura un déclic. À un moment donné, ça va venir. Il faut que les États aussi soient vraiment en complète harmonie et en complet accord avec leur peuple. Il faut impliquer vos peuples. C'est ça la vraie démocratie. Alors, des questions des auditeurs très nombreuses ce matin, Madame Lila Lefebvre, par rapport à votre, bien sûr, discours très aujourd'hui enthousiaste. Ils vous disent, nous avons vu aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'instance onusienne, on parle un peu de décréter un cessez-le-feu humanitaire pour pouvoir un peu venir en aide aux Razaouis, mais on oublie de traiter de la question palestinienne pour le traitement définitif de cette question, à savoir la création de des États et revenir bien sûr aux accords de 67. On est en train d'occulter aussi une partie de la vérité. Comme toujours, on fait du rafistolage. Mm, Personne ne parle de la question de fond. exactement. C'est comme si aujourd'hui la question de fond est C'est la celle, question essentielle humanitaire. c'est celle de est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour envoyer un peu de pain et un peu de riz aux Palestiniens? Ils ont besoin de territoire et de rester chez eux. Voilà, ils ont besoin d'être indépendants chez eux. Il faut aller à la solution de deux États avec Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens. Ils ont accepté de partager la Palestine. Prenez C'est 50%, contenu même pas dans la 50%. résolution de l'ONU. Même pas aujourd'hui 50%. J'aurais voulu aussi qu'on passe, Souhila, si vous permettez, très vite, par rapport à quelques stars qui sont d'origine, qui sont français ou pas, d'origine arabe et musulmane ou pas. Je pense à notre confrère Karim Zeribi, par exemple. Je pense des footballeurs qui sont aujourd'hui Benzema, Benzema et Attal, Attal, etc. qui est de nationalité algérienne. J'ai dit la dernière fois franco-algérien. Non, Algérien. non, ils sont tous français, y compris. Non, Attal, il est algérien. Il n'est pas français Non. aussi. Benzema. Karim Zeribi est français. Il a été même député européen. Il est toujours, je pense, chroniqueur dans une émission de télévision À CNews. à C8, hein, la chaîne de télévision C8, qui appartient justement à Vincent Bolloré, qui est animé par un franco-tunisien de confession juive, Hanouna, etc. Tout ça, ils sont là pour essayer de manipuler et pour stigmatiser. Et là, c'est stigmatiser
des Rachid Zeribi, ils n'ont pas encore atteint Zizou, hein, Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché son soutien et son empathie pour le peuple palestinien. Mais nous sommes aussi dans la continuité de la manipulation de l'opinion, c'est-à-dire ce qui s'est produit en 2011 a failli se reproduire en 2019 pour l'Algérie. Il pourrait se reproduire. Les populations doivent prendre conscience un peu de ces enjeux, Un des- notamment la nôtre. oui, mais comment voulez-vous qu'on prenne conscience si les médias dans chaque pays arabe ne jouent pas leur rôle? Et c'est bien de dénoncer, mais il faut balayer devant sa porte. Moi, j'appelle avec beaucoup de sympathie et de modestie mes confrères ici algériens d'informer aussi, de prendre à cœur leur rôle, juste d'informer. Quand le jeune Algérien n'est pas suffisamment informé ou pas du tout mal informé, comment voulez-vous qu'il agisse? Vous donnez pleinement le rôle aux réseaux sociaux. Oui, ils peuvent aider. Malheureusement, au niveau des réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Il y a tellement de fake news. C'est à vous, Madame Souila, comme vous faites, vous, et je vous salue pour le travail extraordinaire que vous faites. Il faut informer la population algérienne pour qu'elle puisse agir en son âme et conscience. Avec ce qui se produit aujourd'hui, on a vu, il y a certaines déclarations où certains considèrent aussi que l'Algérie est en train de soutenir. L'Algérie soutient ou l'Algérie a toujours soutenu les causes justes? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, Madame Lefebvre? Mais elle n'a pas le choix, parce qu'elle sait ce que c'est les causes injustes. L'Algérie n'a pas décidé du jour au lendemain de prendre cette position au niveau international, au niveau régional et au niveau national, parce qu'elle sait ce qu'est l'injustice, parce qu'elle l'a vécu. Donc oui, l'Algérie, c'est un pays qui n'a pas le choix, il est obligé d'être à côté des causes des populations qui vivent ce que vit le peuple palestinien aujourd'hui. On Et l'a connu déjà. voilà. Donc c'est un principe aujourd'hui pour l'Algérie. C'est un principe. Elle est dans la légalité, elle est dans le principe. Et l'Algérie, je pense que je peux dire, vous la connaissez mieux que moi parce que vous êtes tout le temps là, mais moi je sens, quand je vais dans les rues d'Alger ou d'autres villes et d'autres villages algériens, moi j'ai affaire à des jeunes gens et des jeunes filles pacifiques. Les Algériens et les Algériennes aiment la vie et aiment la paix. Et parce que pourquoi? Revenons aux médias occidentaux. Vous l'avez entendu et écouté comme moi. Ils vont vous dire, ah ouais, les gens du Hamas aiment la mort. Nous aimons la vie. Non, les Gazaouis aiment la vie aussi. Je vais vous raconter très vite une anecdote si j'ai le temps. Et le droit de résistance est reconnu légitimement dans la résolution de l'ONU. C'est de la résistance. Absolument. Un jeune Palestinien de la bande de Gaza, l'année dernière, il est arrivé à Bruxelles grâce à une petite bourse d'un programme de l'Union européenne pour venir renforcer la langue anglaise. Il a poursuivi des cours intensifs en français, il a fini sa formation, il a dit à ses camarades, il s'appelle Karam, Jad, et il leur a dit, je retourne en Palestine, je retourne à Gaza pour poursuivre un master. Il était déjà licencié en langue. Il voulait poursuivre un master et donc il a préféré retourner à Gaza, donc avant l'offensive israélienne. Et excusez-moi. Et Karam qui a 20 ans, donc il s'est fait des amis étudiants à l'Université libre de Bruxelles. Il se voyait dans une bibliothèque pour réviser. Et quand l'offensive a commencé contre la bande de Gaza, un de ses copains lui a envoyé via Instagram un message et lui a dit Karam, j'espère que tu vas bien. Et donc il est resté, le jeune étudiant belge me rendait compte, il est resté 3 jours sans réponse. Et puis Karam répond, je suis émue parce que depuis qu'il a répondu, on a essayé, j'ai essayé de le relancer, mais je n'ai pas de réponse. Donc pardonnez-moi mon émotion, je suis d'abord journaliste. Et quand il lui a dit, Karam, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il a dit, Karam? Après 3 jours, il lui a écrit,
une réponse, un message écrit en anglais que j'ai traduit moi-même en français. Vous me permettez de le lire. Allez-y, madame. Voilà ce qu'il répond, Karam, depuis la bande de Gaza. Rien n'a plus d'importance désormais. Nous sommes condamnés à attendre notre tour de mourir. Je n'ai pas peur de la mort, mais je crains de perdre ceux qui m'entourent. Quand la vie devient plus insupportable que la mort, les gens choisissent de mourir en souriant. Ce qui est désormais indiscutable, c'est que personne ne se soucie de nous, que nous ne sommes que des statistiques que le monde peut éventuellement étudier et compatir. Cela me peine profondément, car au moins je vais mourir et tout perdre. Mais le monde et ses habitants ont perdu leur humanité. Je te promets que cela ne s'arrêtera pas, et un jour le monde comprendra enfin ce qui s'est passé à Gaza. Moi, j'appelle, parce qu'il parle français, Karam, je l'appelle de votre radio. Karam, si tu es vivant, réponds-moi. Je t'ai envoyé plusieurs messages. Pardon. Si tu es vivant, réponds-moi. Tu as 20 ans, tu aimes la vie et tu as commencé déjà un master en langue dans la bande de Gaza. Reste vivant et accroche-toi. Vous m'avez transmis également votre émotion. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, plus que jamais, le monde arabe doit s'unir contre ces forces de mal qui veulent aussi anéantir nos populations, puisque nous avons vu que le projet extensionniste de l'entité sioniste ne va pas se limiter seulement à Gaza. Et vous le connaissez parfaitement, ce projet extensionniste. Mais bien sûr, et le prochain pays, c'est la Jordanie. C'est pourquoi... Il y a l'Égypte aussi dans les tablettes. Vous me rappelez quand vous vous posez cette question. Netanyahou l'a bien affiché au niveau de l'ONU. Ah oui, publiquement. Maintenant, ils y vont. Hein. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus de sous la table. Hein. Là, c'est frontal et c'est devant le monde entier. Laissez-moi saluer la reine Rania de Jordanie, parce qu'elle a pris la parole. Il faut dire que la reine Rania de Jordanie est d'origine palestinienne. Et ce n'est pas pour cela qu'elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle a peur pour son pays. Parce que le prochain pays qui va entrer dans le grand Israël, c'est la Jordanie. Parce que pour eux, la Jordanie, c'est Israël. Parce qu'une très grande partie, sinon toute la grande Syrie, y compris le Liban, c'est Israël. Parce qu'une partie de l'Égypte, c'est Israël. Jusqu'au Soudan. Parce que une partie de l'Arabie Saoudite, c'est Israël. Une partie du Soudan, c'est Israël. Et parce que le Maroc de tout temps, c'est Israël. Et avec bien sûr leur introduction au niveau de notre région, celle bien sûr de l'Afrique du Nord, avec bien sûr le Marzen, ils sont présents aujourd'hui. Ils vont étendre aussi leur hégémonie à toutes les régions, sans exception, le monde arabe. C'est dans ce but que ça a été créé. Il ne faut pas se laisser faire. J'espère que les autres puissances seront là pour dire le... À nous d'être puissants. Et à nous d'être puissants. D'être puissants comment, madame? On doit d'abord être puissant à travers les nouvelles technologies, il faut les maîtriser. Voilà une arme. À travers l'éducation et la bonne... L'économie. Exactement. À travers l'économie et à travers le travail. Il faut que les Algériens se mettent à travailler, à diversifier. Ils ont une très belle équipe au gouvernement. Ils ont un superbe président de la République, très accessible, très populaire, qui vous dit simplement, les jeunes, travaillez et nous sommes là. Et nous sommes derrière vous pour vous aider. Étudier les langues, c'est mon dada aussi. Il faut être polyglotte. L'anglais n'est plus même presque d'actualité. Apprenez-le, c'est très bien. Mais les prochaines langues, ce sont le russe et le chinois pour moi. Et il a exonéré aussi, bien sûr, la population de plusieurs taxes pour permettre, bien sûr, l'émergence d'une véritable économie productive. Et, sur ce, Madame Lila Lefebvre, je vous remercie d'avoir été présente. Merci beaucoup. Bon week-end. À bientôt. Merci. Au revoir.